Les ombres du passé ne dorment jamais vraiment. Elles sommeillent, tapies dans les recoins les plus sombres de l'histoire, attendant le moment propice pour ressurgir et révéler leurs terrifiants secrets. C'est en cette froide matinée de novembre 2018 que l'une de ces ombres se dressa enfin, arrachée de ses ténèbres séculaires par le hasard d'une rénovation. Thomas Hartwell, entrepreneur en bâtiment de son état, ne s'attendait certes pas à découvrir les fondements d'un cauchemar en soulevant les lattes vermoulues du plancher de cette ancienne maison de réunion de Salem. La demeure, construite vers 1695, avait traversé les siècles en gardant jalousement ses mystères, ses murs de pierre froide, témoins muets des horreurs qui s'étaient déroulées dans ses entrailles. Mais ce matin-là, alors que la brume matinale enveloppait encore les rues pavées de la vieille ville du Massachusetts, le passé décida de parler. Sous une latte particulièrement résistante, Thomas découvrit une cavité soigneusement aménagée, dissimulée avec un art consumé. À l'intérieur reposait un objet qui allait bouleverser la compréhension que l'humanité avait des procès de sorcellerie de Salem, un registre de cuir noir, épais comme un livre de prière, mais infiniment plus sombre dans son contenu. Les pages jaunies par le temps exhalaient encore cette odeur particulière du parchemin ancien, mélange de moisis et de secrets inavoués. Les premières lignes, tracées d'une écriture fine et précise à l'encre désormais délavée, portaient un nom qui résonnait encore dans les annales de Salem, Blackwell. Cette famille, dont la réputation de piété et de droiture avait traversé les générations, cachait en réalité des abysses de corruption et de cruauté qui défiaient l'entendement. Le registre révélait une vérité glaçante. Les procès de sorcellerie de Salem, officiellement responsables de la mort de 19 innocents, avaient en réalité fait bien plus de victimes. Plus de 200 âmes avaient péri, non pas à cause de l'hystérie collective ou de la superstition, mais en raison d'un plan minutieusement orchestré par 3 frères dont les noms allaient désormais résonner comme un glas dans l'histoire de l'Amérique coloniale. L'hiver de 1692 avait été particulièrement rigoureux à Salem. Les bourrasques glaciales s'engouffraient dans les ruelles étroites, portant avec elles les murmures de terreur qui commençaient à empoisonner l'atmosphère de la petite communauté puritaine. C'est dans ce climat de froid mordant et de peur grandissante que les frères Blackwell avaient commencé à tisser leur toile meurtrière. Ézéchiel Blackwell, l'aîné, occupait une position de juge respecté au tribunal de Salem. Grand homme aux traits anguleux, il cultivait une apparence de piété exemplaire qui trompait son monde. Ses cheveux grisonnants, toujours parfaitement peignés sous son chapeau noir, encadraient un visage aux pommettes saillantes où brillaient des yeux d'un bleu glacial. Sa voix, posée et mesurée, résonnait avec une autorité naturelle dans les prétoires. Mais derrière cette façade de rectitude se cachait un esprit calculateur d'une froideur terrifiante. Ézéchiel avait compris très tôt que la peur pouvait devenir l'instrument le plus efficace pour accumuler richesse et pouvoir. Nathaniel, le second des frères, avait embrassé la carrière ecclésiastique avec une ferveur qui masquait mal ses véritables intentions. Pasteur de la congrégation principale de Salem, il possédait ce don particulier des manipulateurs nés, transformer les Écritures saintes en armes de destruction. Sa silhouette massive, toujours vêtue de noir, dominait la chair de sa petite église de bois où il prêchait avec une passion théâtrale. Ses sermons enflammés sur les dangers de la sorcellerie et la nécessité de purger la communauté des influences démoniaques trouvaient un écho particulièrement sinistre dans l'esprit de ses ouailles terrorisées. Nathaniel savait jouer sur les cordes sensibles de la foi, transformant la dévotion en instrument de haine. Le troisième frère, Josiah, incarnait la violence pure au service de leurs desseins. Chef de la milice locale et responsable de l'ordre public, c'était lui qui se chargeait de la partie la plus sombre de leurs opérations. Son physique de brute épaisse, ses mains cailleuses toujours prêtes à frapper, et son regard de prédateur en faisaient l'exécuteur parfait de la volonté familiale. Les cachots humides où il interrogeait les accusés avaient vu passer bien plus d'innocents que l'histoire officielle ne l'avait jamais consigné. Josiah excellait dans l'art de briser les volontés, d'arracher des aveux par la torture et de faire disparaître ceux qui refusaient de céder à ses méthodes brutales. Ensemble, ces 3 hommes avaient élaboré un système d'une efficacité redoutable.
Le processus était toujours le même, répété avec la précision d'un mécanisme d'horlogerie bien huilé. Nathaniel désignait les cibles depuis sa chair, décrivant avec force détail les signes supposés de possession démoniaque qu'il prétendait avoir observés. Ces cibles n'étaient jamais choisies au hasard. Il s'agissait invariablement de familles prospères, possédant des terres fertiles ou des commerces florissants que les Blackwell convoitaient. Une fois la suspicion semée dans l'esprit de la communauté par les prêches enflammés de Nathaniel, Ézéchiel orchestrait les procédures judiciaires avec un art consommé de la manipulation légale. Les témoignages étaient orientés, les preuves fabriquées et les verdicts dictés d'avance. Le juge Blackwell savait donner à ses décisions une apparence de légitimité qui trompait même les esprits les plus avisés. Sa connaissance approfondie des textes de loi et des procédures lui permettait de déguiser l'arbitraire le plus total en justice divine. Josiah, enfin, se chargeait de la phase finale. Les arrestations avaient lieu généralement à l'aube, dans un déchaînement de violence calculée destiné à terroriser les témoins potentiels. Les interrogatoires qui suivaient dans les geôles glaciales du bâtiment municipal étaient d'une brutalité méthodique. Josiah avait perfectionné ces techniques au fil des années, apprenant à doser la douleur pour obtenir les aveux désirés sans tuer ses victimes prématurément. Celles-ci devaient avouer publiquement leurs crimes imaginaires avant d'être exécutées, donnant ainsi une légitimité supplémentaire à la confiscation de leurs biens. Le registre découvert par Thomas Hartwell contenait les détails glaçants de cette mécanique de mort. Chaque page révélait de nouvelles horreurs, liste de noms rayés d'une croix noire, inventaire détaillé des propriétés confisquées, montant précis des bénéfices réalisés. L'écriture soyée qui consignait ces informations avec la froideur d'un livre de compte commercial rendait l'ensemble encore plus terrifiant. Ces hommes tuaient avec la même désinvolture qu'ils auraient vendu du grain au marché. Mais le plus troublant dans cette découverte résidait peut-être dans l'identité de celle qui avait rédigé ce témoignage posthume. Car ces pages n'avaient pas été écrites par un chroniqueur extérieur ou un témoin occasionnel. Elles portaient la signature de Mercy Blackwell, fille unique d'Ézéchiel, âgée de 16 ans à peine lors des événements qu'elle rapportait. Mercy était une jeune fille exceptionnelle pour son époque. Contrairement à la plupart des femmes de son temps, elle avait reçu une éducation approfondie, maîtrisant parfaitement la lecture et l'écriture en anglais comme en latin. Son père, sans doute par vanité, avait voulu faire d'elle un ornement intellectuel digne de son rang social. Il ne pouvait imaginer qu'en lui donnant accès à la connaissance, il armait sans le savoir celle qui allait devenir le témoin le plus dangereux de ses crimes. La jeune Mercy possédait cette intelligence vive et cette curiosité naturelle qui caractérisent certains esprits d'exception. Ses grands yeux sombres, héritage de sa mère morte en couches, semblaient toujours observer, analyser, comprendre. Sa chevelure brune, qu'elle portait toujours soigneusement tressée selon les convenances puritaines, encadrait un visage fin aux traits délicats, mais déjà marqué par une gravité inhabituelle chez une adolescente. Mercy avait grandi dans l'ombre de son père, développant cette capacité particulière des enfants de familles dysfonctionnelles, devenir invisible tout en restant attentive aux moindres détails. C'est cette faculté d'observation qui lui permit de découvrir, au cours de l'hiver 1693, la véritable nature des activités familiales. La révélation eut lieu par une nuit particulièrement froide de février, alors que les rafales de vent faisaient gémir la charpente de la grande demeure des Blackwell. Mercy, souffrant d'insomnie, était descendue à la cuisine chercher une tisane chaude quand elle entendit des voix provenant du bureau de son père. La porte entr'ouverte laissait filtrer un rai de lumière tremblotante. Les flammes des chandelles projetaient sur les murs des ombres dansantes qui semblaient donner vie aux démons que Mercy imaginait dans ses cauchemars d'enfant. Mais ce qu'elle entendit cette nuit-là dépassait largement les terreurs de son imagination. Les trois frères étaient réunis autour de la grande table de chêne, penchés sur des documents qu'ils examinaient avec l'attention de négociants évaluant leurs marchandises. La veuve Morrison possède encore 3 arpents de terre fertile près de la rivière, murmurait Nathaniel de sa voix grave. Et ces 2 filles sont en âge de travailler. Si nous procédons comme d'habitude, nous pourrions récupérer l'ensemble avant la fin du mois. Les accusations de sorcellerie tiendront-elles ?
S'en quitte Ézéchiel, sa plume déjà prête à consigner les détails de cette nouvelle machination. Il faut que l'affaire paraisse crédible. J'ai déjà préparé le terrain dans mes sermons, répondit Nathaniel avec un sourire qui glaçait le sang. La Morrison a été vue parlant à son chat près du cimetière. Dans l'état d'esprit actuel de nos concitoyens, cela suffira largement. Et pour les aveux, la voix de Josiah résonnait comme un grondement sourd. La vieille me paraît coriace. Tu as ta façon de faire parler les récalcitrants, rétorqua Ézéchiel avec un haussement d'épaule. Assure-toi simplement qu'elle soit encore présentable pour l'exécution publique. Le spectacle doit paraître légitime. Merci sentit son sang se glacer dans ses veines. Cachée derrière l'embrasure de la porte, elle comprenait enfin la véritable nature des événements qui secouaient Salem depuis des mois. Ces hommes, qu'elle avait toujours considérés comme des piliers de rectitude morale, étaient en réalité les architectes d'un massacre organisé. Pire encore, ils agissaient avec une froideur, une méthode qui révélait des années de pratique. Au cours des semaines qui suivirent cette découverte, Mercy développa une double existence. En apparence, elle continuait à jouer le rôle de la fille obéissante et pieuse que son père attendait d'elle. Elle assistait aux offices religieux où Nathaniel prêchait ses sermons venimeux, observait les procès où Ézéchiel rendait ses sentences de mort et regardait passer les cortèges funèbres des victimes de Josiah. Mais intérieurement, elle était devenue une espionne, collectant méticuleusement toutes les preuves de la culpabilité familiale. Sa position privilégiée dans la maison lui donnait accès à des informations que nul autre n'aurait pu obtenir. Elle découvrit ainsi l'existence d'un livre de comptes secret qu'Ézéchiel tenait dans un coffre dissimulé derrière une boiserie de son bureau. Ce registre contenait la liste complète de leurs victimes, avec les détails de leurs biens confisqués et les profits réalisés. Chaque nom était suivi d'une mention lapidaire, acquisition complète, property secured, ou parfois simplement une croix noire. Mercy entreprit alors de recopier secrètement ces informations, travaillant la nuit à la lueur d'une chandelle dans sa chambre glaciale. Ses doigts, engourdis par le froid, peinaient parfois à tenir la plume, mais elle persévérait, animée par la conviction que ces preuves serviraient un jour à rendre justice aux innocents massacrés. Elle développa même un système de code personnel, mélange de latin et d'anglais, qui lui permettait de dissimuler la nature véritable de ses écrits au cas où ils seraient découverts. L'horreur de sa situation lui apparut dans toute son ampleur quand elle réalisa que les biens volés servaient non seulement à enrichir les Blackwell, mais aussi à financer l'expansion de leurs activités criminelles. L'argent permettait de corrompre des témoins, d'acheter des complicités et de maintenir un réseau d'informateurs qui leur signalait les familles les plus prospères de la région. Salem tout entier était devenu un terrain de chasse où les trois frères sélectionnaient leur proie avec la patience de prédateurs expérimentés. Mercy découvrit également l'existence d'un réseau plus vaste que ce qu'elle avait initialement imaginé. Des lettres trouvées dans les affaires de son père révélaient des contacts avec d'autres villes de la Nouvelle-Angleterre, où des associés des Blackwell reproduisaient les mêmes méthodes. L'hystérie de la sorcellerie n'était pas un phénomène spontané né de la superstition populaire, mais une stratégie délibérément orchestrée à grande échelle. Au printemps 1693, Mercy prit une décision qui allait changer le cours des événements. Elle ne pouvait plus se contenter d'être témoin passif de ces atrocités. Il fallait agir, mais elle savait qu'une accusation directe contre son père et ses oncles ne serait jamais prise au sérieux. Qui croirait les dires d'une adolescente contre trois hommes respectés de la communauté? Il lui fallait trouver un allié, quelqu'un d'assez influent pour porter ses révélations devant les autorités compétentes. C'est alors qu'elle pensa à William Blackwell, son cousin germain, fils du frère aîné d'Ézéchiel, mort plusieurs années auparavant. William, âgé de 22 ans, avait été élevé dans la maison familiale après la mort de ses parents. Contrairement à ses oncles, il avait toujours montré une certaine réticence envers les excès de zèle religieux qui caractérisaient les autres membres de la famille. Mercy avait remarqué son malaise croissant pendant les procès, sa façon de détourner les yeux pendant les exécutions publiques. William était un jeune homme aux traits fins, héritier de cette beauté sombre caractéristique des Blackwell, mais son regard portait une douceur qui contrastait avec la froideur habituelle du clan.
Ses cheveux bruns, qu'il portait plus longs que ne l'approuvait la mode puritaine, encadraient un visage expressif où se lisaient facilement ses émotions. Il avait cette sensibilité particulière des âmes artistiques, ce qui l'avait toujours mis en marge de la rudesse ambiante de sa famille adoptive. Par une soirée d'avril, alors que les trois frères étaient partis examiner des propriétés dans un village voisin, Mercy décida de révéler ses découvertes à William. Elle l'attira dans le petit salon attenant à la cuisine, loin des oreilles indiscrètes des domestiques. Les mains tremblantes, elle sortit de sa robe les copies qu'elle avait patiemment réalisées et commença son terrible récit. William écouta dans un silence de plus en plus pesant. Son visage se décomposait au fur et à mesure que Mercy détaillait les preuves qu'elle avait accumulées. Les listes de victimes, les inventaires de biens volés, les correspondances secrètes, tout prenait une cohérence glaçante qui expliquait enfin l'enrichissement spectaculaire des Blackwell au cours des dernières années. « Mon Dieu !» murmura-t-il finalement, sa voix brisée par l'émotion. Je soupçonnais bien que quelque chose n'était pas naturel dans cette succession de procès, mais jamais je n'aurais imaginé. « Il faut faire quelque chose, William !» supplia Mercy. « Ces innocents morts crient vengeance. Et combien d'autres vont encore périr si nous restons silencieux ?» William se leva, arpenta la petite pièce comme un animal en cage. L'ampleur de la révélation le dépassait. Comment pouvait-il dénoncer les hommes qu'il avait élevés, qui lui avaient donné un toit et une éducation? Et en même temps, comment pouvait-il fermer les yeux sur de telles atrocités? « Que proposes-tu » finit-il par demander. « Qui nous croira? Et même si on nous croit, qui osera s'attaquer à des hommes si puissants ?» « Le gouverneur Phipps, répondit Mercy sans hésitation. Il est le seul à avoir assez d'autorité pour faire cesser cette folie. Si nous lui faisons parvenir ces preuves… » William acquiesça lentement. L'idée était risquée, mais elle semblait représenter leur seule chance d'arrêter le massacre. Ils convinrent d'un plan. William se rendrait à Boston sous prétexte d'affaires commerciales et remettrait discrètement les documents compromettants aux autorités gubernatoriales. Mais le destin en décida autrement. Le lendemain matin, Ézéchiel rentra plus tôt que prévu de son voyage. Il trouva Mercy et William en grande conversation dans le salon, leurs visages graves et leurs chuchotements complices éveillant immédiatement ses soupçons. Cet homme n'avait pas survécu si longtemps dans ses activités criminelles sans développer un instinct aiguisé pour détecter les dangers potentiels. « Que complotez-vous donc, mes enfants » demanda-t-il de cette voix doucereuse qui annonçait toujours les moments les plus terrifiants. « Vous avez l'air si sérieux pour votre âge. » Mercy sentit son cœur s'emballer, mais elle parvint à conserver un masque d'innocence. « Nous parlions simplement de littérature, père. William me conseillait des lectures édifiantes. » Le regard perçant d'Ézéchiel passa de sa fille à son neveu, cherchant la faille qui révélerait le mensonge. William, moins habitué à dissimuler que Mercy, rougit légèrement sous l'examen de son oncle. « Des lectures, vraiment ?» La voix du juge se fit plus tranchante. « Et quels ouvrages passionnent donc tant ma fille studieuse ?» Ce fut William qui commit l'erreur fatale. Dans sa nervosité, il bafouilla une réponse incohérente qui acheva de confirmer les soupçons d'Ézéchiel. Le vieux renard comprit immédiatement qu'il se passait quelque chose d'anormal entre les deux jeunes gens. Cette nuit-là, Ézéchiel entreprit de fouiller minutieusement la chambre de sa fille. Sa patience fut récompensée. Dissimulé sous une latte du plancher, il découvrit les copies que Mercy avait si laborieusement réalisées. La rage qui s'empara de lui en découvrant l'étendue de la trahison de sa propre fille dépassait tout ce qu'il avait jamais ressenti. Non seulement Mercy l'avait espionné, mais elle avait aussi constitué un dossier d'accusation qui pourrait détruire tout ce que les Blackwell avaient construit. Le lendemain soir, alors que Mercy regagnait sa chambre après le souper familial, elle fut brutalement saisie par Josiah qui l'attendait dans l'ombre de l'escalier. Avant qu'elle ait pu crier, une main calleuse se plaqua sur sa bouche, tandis qu'un bras puissant l'entraînait vers les caves de la maison. William, témoin de la scène, se précipita pour intervenir, mais un coup de poing de Josiah l'envoya rouler au bas des marches, inconscient. Les caves de la demeure Blackwell étaient un labyrinthe de corridors humides et de chambres voûtées qui servaient normalement de réserve. Mais Josiah y avait aménagé, au fil des années, une prison privée où il interrogeait certaines victimes avant de les livrer à la justice officielle. C'est dans l'une de ces geôles improvisées que Mercy fut jetée, enchaînée comme une criminelle de droit commun.
L'obscurité était presque totale, à peine troublée par la lueur vacillante d'une chandelle placée dans un renfoncement du mur. L'air humide portait des relents de moisie et de désespoir qui imprégnaient ces lieux depuis des années. Mercy, recroquevillée sur la paille humide qui recouvrait le sol de terre battue, comprenait enfin l'horreur que devaient ressentir les innocents qui avaient croupi ici avant de mourir pour satisfaire la cupidité de sa famille. Les heures passèrent avec une lenteur atroce. Mercy entendait au-dessus de sa tête les pas pesants de ses geôliers, les murmures de conversation dont elle ne saisissait que des bribes. Parfois, le nom de William revenait dans ses chuchotements, et elle se demandait avec angoisse ce qu'il était devenu après l'agression de Josiah. Sa réponse vint avec l'aube. Les pas dans l'escalier de pierre annoncèrent l'arrivée de visiteurs. La porte de la cellule grinça sur ses gonds rouillés, et Mercy vit apparaître la silhouette d'Ézéchiel, flanquée de ses deux frères, et de William. Mais le jeune homme qu'elle voyait n'était plus le complice compatissant de la veille. Son regard fuitait le sien, et sa posture trahissait un mélange de honte et de résignation qui glaça le sang de Mercy. « Ma chère fille, » commença Ézéchiel de sa voix la plus paternelle, « j'espère que cette nuit de réflexion t'aura permis de mesurer la gravité de ta conduite. » Il s'approcha de la prisonnière, ses bottes résonnant sinistrement sur les dalles humides. À la lueur de la chandelle qu'il tenait, son visage semblait sculpté dans la pierre, dépourvu de toute trace d'affection paternelle. « Trahir sa propre famille est un péché qui dépasse l'entendement, » poursuivit-il. « Mais je suis prêt à te pardonner si tu acceptes de détruire ces documents embarrassants que tu as si inconsidérément rédigés. » Mercy se redressa péniblement, ses chaînes cliquotant dans l'obscurité. « Et les innocents qui sont morts à cause de vos crimes, qui leur rendra justice ?» Des innocents, le rire d'Ézéchiel résonna lugubrement dans les voûtes. « Ma pauvre enfant, tu ne comprends rien aux réalités de ce monde. Il n'y a pas d'innocents et de coupables, il n'y a que des forts et des faibles. Nous avons eu la force de saisir les opportunités que nous offrait la Providence. » La Providence? Mercy ne put retenir un cri d'indignation. Vous appelez Providence votre soif de sang et de richesse? Cette fois, le masque de courtoisie d'Ézéchiel tomba complètement. Son visage se durcit, révélant la cruauté fondamentale qui l'animait. « Suffit !» Sa voix claqua comme un fouet. « Tu parleras différemment quand Josiah t'aura appris les bonnes manières. » Il se tourna vers William, toujours silencieux près de l'entrée de la cellule. « Quant à toi, mon neveu, tu as fait le bon choix en nous révélant les plans de ta complice. Cette loyauté familiale ne sera pas oubliée. » Mercy sentit le monde s'effondrer autour d'elle. William l'avait trahie. Le seul allié en qui elle avait cru n'était qu'un lâche prêt à sacrifier la justice pour préserver sa position dans la famille. Les larmes qu'elle avait retenues depuis son enlèvement coulèrent enfin sur ses joues, moins de douleur physique que de désespoir moral. « Pourquoi » murmura-t-elle à l'adresse de William. « Pourquoi » Le jeune homme releva enfin les yeux vers elle, et Mercy il eut une détresse qui égalait presque la sienne. Mais il ne répondit pas, se contentant de détourner à nouveau le regard. « Parce qu'il a compris où étaient ses intérêts, » répondit Ézéchiel à sa place. « William a de l'avenir devant lui. Il ne va pas le gâcher pour les scrupules d'une gamine romanesque. » Les jours qui suivirent furent un cauchemar d'interrogatoire et de pression psychologique. Josiah alternait entre menaces explicites et promesses de clémence, tentant de briser la résistance de sa prisonnière. Mais Mercy, nourrie par la rage et le sentiment de justice bafouée, refusa obstinément de révéler où elle avait caché les autres copies de ses documents d'accusation. Car c'était là le secret qu'Ézéchiel ne parvenait pas à lui arracher. Par prudence, Mercy avait réalisé plusieurs copies de ses preuves, qu'elle avait dissimulées en divers endroits. Tant qu'elle ne révélerait pas ses cachettes, la menace qui pesait sur les Blackwell demeurait intacte. Au bout d'une semaine de captivité, alors que Mercy commençait à perdre espoir, un événement imprévu changea soudain la donne. Un matin, Ézéchiel descendit aux caves avec une expression que sa fille ne lui avait jamais vue, l'inquiétude, voire la peur. Dans sa main tremblait un pli au cachet official qu'il venait manifestement de recevoir.
Le gouverneur Phipps suspend toutes les procédures de sorcellerie, annonça-t-il d'une voix blanche. Il interdit désormais les arrestations fondées sur de simples témoignages de spectres. Le silence qui suivit cette déclaration était presque tangible. Nathaniel et Josiah échangèrent des regards consternés, comprenant immédiatement les implications de cette décision gubernatoriale. Leur système si bien huilé venait de s'effondrer d'un coup. « Comment est-ce possible » balbutia Nathaniel. « Qui a pu influencer le gouverneur » Ézéchiel déplia la lettre officielle, ses mains tremblant légèrement. Il mentionne des informations troublantes qui lui seraient parvenues concernant d'éventuels abus dans la conduite des procès. Un silence de plomb s'abattit sur l'assemblée. Mercy, malgré sa situation désespérée, ne put réprimer un sourire. Quelqu'un avait réussi à faire parvenir ses preuves jusqu'au gouverneur. Mais qui et comment? La réponse vint d'une source inattendue. William, qui était resté silencieux depuis le début de cette conversation, s'avança soudain vers Ézéchiel. « C'est moi, dit-il simplement. » 3 pères Dieu se tournèrent vers lui avec une incrédulité mêlée de fureur. « Quoi » La voix d'Ézéchiel n'était plus qu'un sifflement. « C'est moi qui ai fait parvenir les documents au gouverneur, répéta William, sa voix gagnant en assurance, avant que vous ne découvriez le complot de Mercy. J'avais déjà pris mes dispositions. Mais tu nous as dénoncés, tu as trahi Mercy. Josiah semblait perdre pied face à cette révélation. Je devais détourner vos soupçons, expliqua William, son regard croisant enfin celui de sa cousine. Si vous aviez cru que je restais solidaire de Mercy, vous m'auriez surveillé. En feignant la trahison, je pouvais agir librement. Mercy sentit son cœur bondir dans sa poitrine. William ne l'avait pas abandonné. Tout avait été calculé pour mener à bien leur plan initial, malgré la découverte prématurée de leur complot. Mais la joie de cette révélation fut de courte durée. Ézéchiel, fou leur rage, se rua vers son neveu avec une violence qui surprit tout le monde. Les 2 hommes luttèrent brièvement, mais la colère décuplait les forces du vieil homme. D'un coup de poing brutal, il envoya William s'effondrer contre le mur de pierre. « Vous allez tous les 2 mourir pour cette trahison !» hurla-t-il. « Josiah, prépare le brasier, nous allons les brûler comme les sorciers qu'ils sont !» Mais c'était compté sans l'efficacité de l'intervention gubernatoriale. Même avant que les Blackwell aient eu le temps de mettre leurs menaces à exécution, les représentants de l'autorité coloniale frappaient à leur porte. Le gouverneur, alerté par la lettre anonyme qui contenait les preuves copiées par Mercy, avait dépêché une commission d'enquête chargée d'examiner les irrégularités signalées dans les procès de Salem. L'arrestation des 3 frères Blackwell marqua la fin de leur règne de terreur. Mais comme souvent dans ce genre d'affaires impliquant des personnalités influentes, la justice fut plus clémente qu'elle n'aurait dû l'être. Les preuves, bien que accablantes, étaient en partie constituées de témoignages indirects et de documents dont l'authenticité pouvait être contestée. De plus, l'opinion publique, lasse de l'hystérie des procès de sorcellerie, aspirait plus à l'oubli qu'à la vengeance. Ézéchiel, Nathaniel et Josiah furent finalement condamnés à l'exil et à la confiscation d'une partie de leurs biens. Sentence dérisoire au regard de leurs crimes, mais qui suffit néanmoins à briser leur emprise sur Salem. Les 3 hommes disparurent de la région dans la nuit qui suivit leur procès, emportant avec eux une fortune considérable, soigneusement dissimulée au cours de leurs années de rapine. Certains prétendaient qu'ils avaient gagné la Virginie, où leur richesse leur permettrait de recommencer une nouvelle vie sous de fausses identités. D'autres murmuraient qu'ils s'étaient embarqués pour les Caraïbes, ces îles lointaines où tant d'aventuriers peu scrupuleux trouvaient refuge. La vérité ne fut jamais établie, mais des rumeurs persistantes faisaient état de mystérieux bienfaiteurs finançant des plantations dans les colonies du Sud, des hommes aux noms étrangers mais aux méthodes familières. Mercy et William furent libérés et lavés de tout soupçon, mais la jeune fille, traumatisée par ces événements terribles, ne se remit jamais complètement de cette épreuve. Elle passa le reste de sa courte vie à consigner par écrit les détails de l'affaire, constituant ce registre minutieux qui attendrait plus de 3 siècles avant d'être découvert. Sa santé, minée par les semaines de captivité dans les caves humides, déclina rapidement. Elle mourut l'année suivante, à l'âge de 17 ans, emportant avec elle le poids de secrets trop lourds pour ses frêles épaules. William, rongé par la culpabilité et les remords, quitta Salem pour toujours.
Il s'installa en Pennsylvanie, où il vécut sous un nom d'emprunt, consacrant sa vie à des œuvres charitables dans une tentative désespérée de racheter les crimes de sa famille. Il ne se maria jamais et mourut sans descendance, emportant dans sa tombe les derniers échos de cette histoire maudite. Le registre de Mercy fut dissimulé par ses soins dans la maison de réunion, lieu qu'elle espérait assez sûr pour préserver son témoignage jusqu'au jour où la vérité pourrait enfin être révélée. Elle avait eu l'intuition prophétique que le temps, ce grand révélateur de secrets, finirait par rendre justice aux victimes de ses parents. Et en effet, la découverte de Thomas Hartwell en ce jour de novembre 2018 marqua l'aboutissement de cette longue quête de vérité. Les historiens qui examinèrent le document confirmèrent son authenticité et sa valeur testimoniale exceptionnelle. Les recherches qui suivirent permirent d'identifier de nombreuses victimes jusqu'alors inconnues des procès de Salem, rendant enfin un nom et une dignité à ces morts oubliées. Plus troublante encore, les enquêtes généalogiques révélèrent que la famille Blackwell n'avait pas complètement disparu avec l'exil des trois frères. Des descendants portant d'autres noms, mais génétiquement liés aux criminels d'origine, avaient prospéré au cours des siècles suivants. Beaucoup d'entre eux possédaient encore des terres dans la région de Salem, des propriétés héritées en droite ligne des spoliations du XVIIe siècle. Cette découverte souleva des questions juridiques et morales complexes. Comment réparer les injustices séculaires? Comment rendre aux familles des victimes ce qui leur avait été volé par leurs ancêtres? Et surtout, comment empêcher que de telles atrocités se reproduisent à l'avenir? Car le véritable enseignement de l'histoire des Blackwell dépasse largement le cadre anecdotique d'un fait divers historique. Cette affaire illustre avec une clarté glaçante la facilité avec laquelle les institutions humaines peuvent être détournées de leur mission originelle pour servir les intérêts les plus sordides. Elle montre comment la peur, habilement manipulée, devient l'instrument le plus efficace de l'oppression. Elle révèle surtout que les véritables monstres ne sont pas les créatures fantastiques de nos cauchemars, mais bien ces hommes ordinaires qui choisissent de sacrifier leur humanité sur l'autel de leurs ambitions. Les procès de sorcellerie de Salem sont généralement présentés comme le produit d'une époque révolue, marquée par l'obscurantisme et la superstition. L'histoire des Blackwell nous rappelle que derrière la façade de l'hystérie collective se cachaient souvent des calculs beaucoup plus terre-à-terre. La cupidité, l'ambition, la soif de pouvoir, autant de motivations intemporelles qui n'ont besoin que d'un prétexte pour s'exprimer dans toute leur violence. Le registre de Mercy Blackwell, pieusement conservé au Salem Witch Museum, continue d'attirer les visiteurs du monde entier. Ces pages joignies par le temps portent un message qui résonne avec une actualité troublante. La vigilance éternelle est le prix de la liberté, et chaque génération doit apprendre à reconnaître les signes avant-coureurs de la barbarie. Car si les sorcières de Salem n'ont jamais existé, les Blackwell, eux, continuent de rôder dans l'ombre de l'histoire humaine, prêts à ressurgir sous de nouveaux visages chaque fois que les circonstances leur seront favorables. La vraie magie noire n'est pas celle des grimoires et des incantations. C'est celle qui transforme des hommes ordinaires en prédateurs de leurs semblables et qui fait de la peur collective l'arme absolue de tous les tyrans. L'histoire macabre de la famille Blackwell se termine donc sur un avertissement, autant que sur une révélation. Les morts de Salem ont enfin trouvé leur paix, mais leur sacrifice n'aura de sens que si les vivants savent tirer les leçons de ces ténèbres du passé. Dans un monde où la manipulation de l'opinion reste un outil de pouvoir, où la différence continue d'effrayer, où l'autorité peut encore être détournée de sa mission, la vigilance reste plus que jamais de mise. Car les véritables sorciers ne portent ni chapeau pointu ni grimoire, ils portent des costumes respectables et parlent au nom de la morale. Et c'est peut-être là la leçon la plus terrifiante que nous livrent ces pages retrouvées après 3 siècles d'oubli.